Je me présente, je suis M. Yabediri Ali, enseignant de génie civil au lycée industriel et commercial de Djibouti. Donc aujourd'hui, je vous présente un cours à distance, les modules et la préparation des travaux. Nous sommes dans la deuxième séance de planning. L'objectif visé, c'est de rédiger un document de liaison. Ce cours est destiné à la classe de Terminal Bac Pro, Construction et Réhabilitation. Nous avons déjà entamé le cours sur le planning. Nous avons même commencé un TD, on s'est arrêté à la question 3. Nous n'avons pas achevé ces TD. Donc, avant de passer au TD, je vais faire un prérequis en vous demandant 4 questions. Alors, qu'est-ce qu'un planning d'avancement des travaux? Citez les plannings qui en découlent du planning d'avancement des travaux. Pourquoi faut-il élaborer un planning d'avancement des travaux? Et enfin, comment faut-il élaborer un planning d'avancement des travaux? Alors, je commence par la première question. Alors, je vous ai dit, le premier jour de la rentrée scolaire, l'administration de votre lycée vous donne un emploi du temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'emploi du temps? Dans un emploi du temps, il y a les matières à étudier. Ensuite, il y a le début et la durée de chaque matière. Donc, le planning, lui aussi, c'est un emploi du temps du chantier. Sauf que dans le planning, il y a les tâches à réaliser, il y a le début et la durée de chaque tâche. Je vous ai donné une deuxième définition. Je vous ai dit, le planning est une fonction d'ordonnancement qui a pour mission de préparer, d'organiser, de programmer, de lancer et de suivre. Je vous ai donné une troisième définition. Je vous ai dit, le planning, c'est une succession de phases ininterrompues. C'est des étapes qui se suivent qu'on ne peut pas les arrêter. Alors, deuxième question. Citez les plannings qui en découlent du planning d'avancement des travaux. Nous avons 3 plannings qui en découlent du planning d'avancement des travaux. Le planning matériel, le planning d'approvisionnement de matériaux et enfin le planning de la main-d'œuvre. Alors maintenant, pourquoi? Quelle est l'utilité? Pourquoi on élabore, on établit, on fait un planning d'avancement de travaux? Alors, avant les travaux, il nous permet de prévoir l'installation des chantiers. 1. Le recrutement de la main-d'œuvre. 2. 3. L'approvisionnement de matériaux. Et enfin, 4. Il nous permet de prévoir les dates d'affectation et de repliement de matériel. Alors maintenant, comment faut-il établir ce planning? Alors, pour établir un planning d'avancement des travaux, vous avez besoin de 3 choses. 1. Vous aurez besoin du mode de construction. Vous vous rappelez, dans le chapitre installation de chantier, lorsque nous avons étudié, nous avons parlé de 3 modes de construction. Le mode à la suite, le mode en même temps et le mode par chevauchement. Donc on se dit aussi, le choix du mode de construction dépend du projet. Alors là, on aura besoin du mode de construction, on aura besoin d'un délai d'exécution, bien sûr, et enfin, vous aurez besoin d'un dossier technique. Alors maintenant, je passe à la fiche contrat. Alors, situation, votre entreprise décroche un appel d'offres d'un projet d'extension du lycée industriel et commercial de Djibouti dont le maître d'ouvrage est le MENFOP. Donc, pour réaliser la planification, on vous donne un tableau de crédit d'air à compléter. Ensuite, le délai d'exécution qui est égal à 30 jours. On vous donne aussi le temps de travail par jour. On vous donne les qualifications des ouvriers. Les ouvriers hautement qualifiés qui représentent 8% de l'effectif pratique. Les ouvriers qualifiés qui représentent 35% de l'effectif pratique. Les ouvriers spécialisés qui représentent 16% de l'effectif pratique. Et enfin, les manœuvres qui représentent 41% de l'effectif pratique. Alors, on vous demande 1. De déterminer le crédit d'air total par ouvrier. Nous avons traité cette question. Calculer l'effectif théorique des ouvriers.
calculer l'effectif pratique des ouvriers, déterminer le nombre des ouvriers selon leur qualification, choisir un chef de chantier, former les différentes équipes nécessaires pour la réalisation du projet et enfin déterminer la durée de chaque tâche. Donc, on a traité de la question 1 jusqu'à la question 3. On passe. Alors, on exige la justesse de réponse, la mention des unités. Très important. Maintenant, je vous donne le tableau des crédits d'heures. Alors, nous avons traité ensemble, nous avons calculé ensemble les crédits d'heures total et nous avons trouvé un crédit d'heure total par ouvrier de 3906 heures par ouvrier. Nous avons également traité ensemble la question numéro 2. Nous avons calculé, déterminé l'effectif théorique des ouvriers. Alors, l'effectif théorique des ouvriers se calcule comme suite. C'est le crédit d'heure total par ouvrier que nous avons déjà déterminé dans le tableau précédent, divisé par le produit du délai d'exécution fois le temps de travail par jour. Alors, on avait trouvé, vous vous rappelez, on avait trouvé un crédit d'heure total par ouvrier de 3008,916 heures par ouvrier, divisé par le délai d'exécution qui vous a été donné, qui est égal à 30 jours, multiplié par le temps de travail qui vous a été également donné et qui est égal à 8 heures par jour. Alors, on trouve un effectif théorique de 12,53 ouvriers. Alors, faites attention, qu'est-ce que nous avons dit? On ne touche pas l'effectif théorique, on le laisse comme ça. Je passe à la troisième question. On vous demande de déterminer, une fois que vous avez déterminé, calculé l'effectif théorique, maintenant, il est temps de déterminer l'effectif pratique. Alors, l'effectif pratique se calcule comme suite. C'est l'effectif théorique multiplié par le coefficient de majoration qui vous a été donné, qui est égal à 1,50. Alors, vous vous rappelez, on avait trouvé un effectif théorique de 12,53. On multiplie maintenant le coefficient de majoration pour déterminer l'effectif pratique. Nous avons un effectif pratique de 18,79. Il faut savoir, ce que nous cherchons, ce que nous déterminons, c'est des ouvriers, c'est des personnes. Il n'y a pas un ouvrier et demi. Donc, je passe au nombre supérieur, je prends 18, 19 ouvriers. Je passe à la quatrième question. Là, on n'avait pas traité. Alors, là maintenant, on vous demande de déterminer le nombre des ouvriers selon leur qualification. Alors, nous allons commencer par la première qualification. Les ouvriers hautement qualifiés représentent 8% de l'effectif pratique. Nous avons une deuxième qualification, les ouvriers qualifiés qui représentent 35% de l'effectif pratique. Alors faites attention, là, il faut faire la différence entre un ouvrier hautement qualifié et un ouvrier qualifié. Il faut savoir d'abord retenir, mémoriser. Un ouvrier hautement qualifié fait la même tâche qu'un ouvrier qualifié. Alors, ils peuvent être cessants de ferrailleurs, de coffreurs et de maçons. La seule différence qui existe ici, c'est que l'ouvrier hautement qualifié est plus expérimenté que l'ouvrier qualifié. Mais ils font la même tâche. Ce sont des ferrailleurs, ce sont des coffreurs et ce sont des maçons. Donc, on va déterminer maintenant le nombre des ouvriers hautement qualifiés. Donc, on vous dit les ouvriers hautement qualifiés représentent 8%. Donc, on prend l'effectif pratique qui était de 19, je multiplie par 8, je divise par 100, je trouve 1,52 ouvriers hautement qualifiés. Donc, je passe au nombre supérieur, j'arrondis, je prends 2 ouvriers hautement qualifiés. Maintenant, je détermine le nombre des ouvriers qualifiés.
Donc, les ouvriers qualifiés représentent 35% de l'effectif pratique. Je prends toujours 19, qui est l'effectif pratique, je multiplie par 35, je divise par 100, je trouve 6,65 ouvriers. Donc, j'arrondis, je passe au nombre supérieur, je prends 7 ouvriers qualifiés. Là, nous avons une troisième qualification qui est totalement différente de deux autres qualifications. Nous avons les ouvriers spécialisés. Alors, la question à se poser maintenant, quelle est la différence entre un ouvrier qualifié et un ouvrier spécialisé? Un ouvrier spécialisé, lui, il est spécialisé dans un domaine. Il vous dit, soit moi je suis un ferrailleur, soit je suis un coffreur, soit je suis un maçon. Par contre, les ouvriers hautement qualifiés et les ouvriers qualifiés, ils faisaient les trois tâches. OK? Donc, les ouvriers spécialisés représentent 16% de l'effectif pratique. Je prends toujours l'effectif pratique qui est égal à 19, je multiplie par 16, je divise par 100, j'ai 3,04 ouvriers. Donc, je prends 3 ouvriers. Enfin, je passe à la dernière qualification, ce sont les manœuvres. Donc, les manœuvres représentent 41% de l'effectif pratique. Les manœuvres aident les ouvriers. Donc, je prends l'effectif pratique qui est égal à 19, je multiplie par 40, je divise par 100, je trouve 7,69. Donc là, je prends cette manœuvre. Alors là, une fois que nous avons déterminé le nombre des ouvriers selon leur qualification, il est temps de choisir un chef de chantier. Il y a une question qui se pose. Comment vais-je opter un chef de chantier? Dans quelle qualification je dois choisir, opter un chef de chantier? La réponse est, il faut opter un chef de chantier parmi les ouvriers hautement qualifiés. Je dis bien parmi les ouvriers hautement qualifiés. Bien. Donc, j'ai choisi un ouvrier hautement qualifié. Donc, vous vous rappelez, nous avons trouvé 2 ouvriers hautement qualifiés. Donc, une fois que j'ai pris un ouvrier comme hautement qualifié, comme chef de chantier, il me restera un ouvrier hautement qualifié. Il ne faut pas oublier. Très intéressant. 6. Là, maintenant, nous allons passer à la formation des équipes. Alors, nous aurons la composition de la première équipe. J'aurai un ouvrier hautement qualifié parce que j'avais trouvé 2 ouvriers hautement qualifiés. J'ai pris un ouvrier hautement qualifié comme un chef de chantier. Il m'est resté un ouvrier hautement qualifié, donc il ne faut pas que j'oublie. Je dois le placer, je dois le mettre dans la première équipe. Donc j'aurai un ouvrier hautement qualifié, 2 ouvriers qualifiés, un ouvrier spécialisé et 2 manœuvres. La deuxième équipe est composée de 3 ouvriers qualifiés, un ouvrier spécialisé et 2 manœuvres. Enfin, la troisième équipe est composée de 2 ouvriers qualifiés, un ouvrier spécialisé et 3 manœuvres. D'abord, il faut savoir que chaque équipe est composée de 6 ouvriers. Alors, pourquoi ici j'ai pris 3 ouvriers qualifiés et pourquoi là-bas j'ai pris des ouvriers qualifiés? Parce que dans cette équipe, elle est épaulée par un ouvrier hautement qualifié. Donc c'était pour composer. Donc c'est pour cela que j'ai pris 3 ouvriers qualifiés. On passe à la dernière question. Là maintenant, nous allons déterminer la durée de chaque tâche. Attention, il y avait 2 durées qui vous ont été données. La durée de l'installation des chantiers était donnée. La durée de repliement des chantiers aussi était donnée.
il ne faut pas oublier. Donc, nous avons, pour l'installation de chantier, nous avons une durée de 1 jour. Pour le repliement de chantier, nous avons également une durée de 1 jour. On passe au terrassement. Donc, pour déterminer la durée de la tâche de terrassement, c'est le crédit d'air de la tâche divisé par le nombre d'ouvriers choisis multiplié par le temps de travail par jour. Alors, là, j'ai un crédit d'heure de 0,506 heures par ouvrier. Donc, j'ai pris 6 ouvriers. Pourquoi? Parce que, d'abord, le crédit d'heure de la tâche n'est pas importante. Ensuite, il faut savoir que le terrassement est mécanique, il n'est pas manuel. Donc, ces ouvriers vont essayer de dresser des dés uniquement l'engin. Alors, je trouve 0,01 jour. En planification, ce n'est même pas une demi-journée. Donc, en planification, je prends une marge de sécurité. Je prends demi-journée, 0,5 jours. Je calcule la deuxième tâche, qui est celle des béton de propriété. Je prends le crédit d'air de la tâche du béton de propriété que nous avons déjà déterminé dans le tableau des crédits d'air. Je divise par le nombre des ouvriers qui est choisi. Là, je prends une équipe. Pourquoi je prends une équipe? Parce que je dois me référer au crédit d'air. Donc là aussi, j'ai 174 heures. Ce n'est pas important. C'est pour cela que je choisis une seule équipe. Et une équipe est composée de 6 ouvriers. Donc, je trouve une durée de 3,6 jours. Donc, je prends 3,5 jours. C'est la planification. Je passe à la tâche suivante, qui est celle de coffrage des semelles. Je prends, bien sûr, le crédit d'air de la tâche, qui est égal à 546,86 heures par ouvrier, divisé par le nombre des ouvriers que j'ai opté. J'ai pris ici 12 ouvriers. Et là, je trouve une durée de 5,6, donc je prends 6 jours. Je continue. Je passe à la tâche de ferraillage de semelles. J'ai un crédit d'heure que nous avons déjà déterminé dans les tableaux, il ne faut pas oublier ça. J'ai 121,8 heures par ouvrier que je dois diviser par le nombre d'ouvriers fois le temps de travail. Donc, j'ai une durée de 2,53, je prends 2,5 jours. Je continue, je passe au béton de semelles. Très bien. Alors, quelque chose de très important, très intéressant. Ici, dans le béton de semelles, j'ai 294 heures par ouvrier. Là, le nombre des ouvriers, j'ai pris 18 ouvriers, c'est-à-dire que j'ai pris toutes les 3 équipes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir dans quelle tâche je suis. Je suis dans le béton de semelles. Donc, moi, mon objectif, c'est de minimiser le nombre de reprises de bétonnage. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Djibouti, nous sommes dans un pays sismique. Alors, le séisme, lui, il est très intelligent, il attaque là où il y a la reprise de bétonnage. Donc moi, mon objectif, soit, si je peux, c'est d'éviter le nombre de reprises de bétonnage, soit de minimiser. C'est pour cela que j'ai convoqué les trois équipes. Alors là, j'aurai 2,04. Malgré que j'ai utilisé tous les ouvriers, je n'ai pas pu éviter la reprise de bétonnage, donc je vais couler sur un temps de 2 jours. OK? Nous passons à la tâche suivante, qui est celle du ferraillage du voile. Donc, nous avons un crédit d'heure de 490 heures par ouvrier. Là, j'ai pris aussi, par ouvrier, là, j'ai pris aussi 18 ouvriers, parce que le crédit d'air
est très important. C'est pour cela que je pris les 18 ouvriers. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme résultat? Je trouve 3,40 jours, soit je prends 3 jours. Je continue. Je vais coffrer maintenant le voile. Alors, je prends le crédit d'air de la tâche qui est égal à 254,86 heures par ouvrier, que je divise le nombre des ouvriers que j'ai pris multiplié par le temps de travail par jour. Donc, j'aurai une durée de 6,65, donc je prends 2,5 jours. J'avance, je suis dans la tâche de bétonnage de voile. Alors, je prends le crédit d'air de la tâche, qui est égal à 1,66,8 heures par ouvrier, divisé par 18 ouvriers multipliés par le temps de travail par jour. Alors là, vous allez me dire, mais monsieur, ici, le crédit d'air n'est pas important. Pourtant, vous avez convoqué les 3 équipes. Alors, je vous ai dit, mon objectif, lorsque je suis dans la tâche de bétonnage, il faut savoir que ce sont des structures en béton armé. Donc, moi, mon objectif, c'est d'éviter, si c'est possible, ou bien de minimiser le nombre de reprises de bétonnage. Parce que là où se passe la reprise de bétonnage, c'est dans les zones de jonction, et une zone de jonction est une zone aimée par le séisme, est une zone fragile, sensible. C'est pour cela, mon objectif, lorsqu'on planification, on ne planifie pas uniquement la durée, le nombre des ouvriers. Il faut voir aussi techniquement ce qui va se passer. Donc, j'aurai un jour. Donc, c'est là, il n'y aura plus de j'éviter la reprise de bétonnage. Je continue. Alors là, je suis dans la tâche de coffrage de la console. Je prends le crédit d'air de la tâche, divisé par le nombre des ouvriers. J'ai pris 18 ouvriers. Pourquoi j'ai pris 18 ouvriers? Parce que le crédit d'air est très important. Donc, j'aurai 3,75 jours. Donc, je prends 4 jours. Ferraillage de la console. Là, maintenant, nous allons ferrailler la console. Alors, je prends là aussi le crédit de la tâche, le crédit d'heure de la tâche, qui est égal à 200 heures par ouvrier, divisé par le nombre des ouvriers. J'ai pris 12 ouvriers multipliés par le temps de travail par jour. Alors là, j'aurai une durée de 2,08, soit 2 jours. Enfin, nous arrivons à la dernière tâche qui est celle du béton de la console. Nous allons déterminer la durée. Donc, je prends le crédit d'heure de la tâche divisé par le nombre des ouvriers fois le temps de travail. Je trouve, là aussi, j'ai minimisé, j'ai même évité la reprise de bétonnage. Donc, je vais écouler le béton de la console sur une durée de 1 jour. Alors maintenant, il faut qu'on vérifie. Bien sûr. Pourquoi nous allons vérifier? Parce qu'il faut qu'on respecte les délais d'exécution qui nous a été donné. Donc, le délai, il ne faut pas oublier, était de 30 jours. Donc, nous, lorsque nous avons déterminé la durée de chaque tâche, est-ce qu'on a respecté le délai d'exécution qui était de 30 jours? C'est ce que nous allons voir. Alors, l'installation des chantiers, ça a été donné, on avait 1 jour. Le terrassement, 0,5 jours. Le béton de propriété, on avait trouvé 3,5 jours. Le béton de semelle, le coffrage de semelle plutôt, nous avons trouvé 6 jours. Ferraillage de semelle, 2,5 jours. Béton de semelle, 2. Ferraillage du voile, 3 jours. Coffrage du voile, 2,5 jours. Béton du voile, 1 jour. Coffrage de la console, 4 jours. Ferraillage de la console, 2 jours.
béton de la console, 1 jour, et enfin, réplément des chantiers, 1 jour. Donc, lorsque nous faisons l'ensemble de tout ça, égal à 30. Donc, nous avons respecté le délai d'exécution. C'est très important, respectez toujours le délai d'exécution. Bon travail, n'oubliez pas de rester chez vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.